saison. Voici l'éphéméride. Demain, nous serons le vendredi 6 novembre. Je vous souhaite une très belle soirée à tous sur France 3. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, le 4e jour du procès des meurtriers de Kevin et Sofiane, avec la révélation choc d'une avocate des parties civiles. Elle aurait reçu des menaces de mort par texto quelques mois avant l'ouverture du procès. L'opération destruction de contrefaçons saisie par les douanes, 3e édition. Sur 8 millions d'articles contrefaits saisis en France en 2014, 80 000 l'ont été par les douanes du Léman. Constat à Saint-Julien-Bardonnex en Haute-Savoie. Et puis le musée savoisien de Chambéry fait ses valises. En attendant les travaux de rénovation, toutes les collections sont acheminées dans un endroit tenu secret pour des raisons de sécurité. Juste après ce Journal des Alpes, vous retrouverez Carole Gessler pour l'édition nationale. Au sommaire, l'image et la carrière de l'attaquant Karim Benzema, terni par une mise en examen dans l'affaire de la sextape de son coéquipier Mathieu Valbuena. Il est poursuivi pour complicité de chantage. Les prochains matchs des Bleus se feront sans les deux joueurs. Et puis la piste terroriste accréditée par Londres et Washington, 5 jours après le crash de l'avion russe au-dessus du Sinaï. Par mesure de précaution, de plus en plus de compagnies aériennes suspendent leur vol vers Sharm el-Sheikh. Au 4e jour du procès des meurtriers de Kevin et Sofiane devant la cour d'assises des mineurs à Grenoble en Isère, la pression est montée d'un cran lors de l'audience à huis clos avec la révélation d'une avocate de la partie civile. Elle aurait été victime de menaces de mort quelques mois avant le procès. Jean-Christophe Solari, Aurélie Massé. Elle l'a révélé aujourd'hui à l'audience. L'avocate des parties civiles, maître El Lali, aurait été menacée au mois d'avril par un texto reçu sur son téléphone. S'il est avéré, les mots font froid dans le dos. Si tu ne lâches pas affaire Échirol, on va te buter, salope, ça vend du d'arabe. Voilà. Et je l'ai encore dans mon téléphone. C'est scandaleux, c'est honteux, et c'est effrayant surtout. C'est dur de recevoir ça. Parce qu'on est là pour faire son travail d'avocat, on est là pour défendre une cause, des victimes, et on nous en empêche. Et puis il y aurait ces profils Facebook fermés aujourd'hui de 3 des accusés pendant leur incarcération. Posture de défi, célébration des armes et provocation écrite. Alors hier, dans le huis clos de l'audience, l'un d'entre eux aurait formulé des regrets concernant la rixe mortelle. Rien de sincère pour le frère aîné de Kevin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne peux pas y croire. Et que tous les gens qui connaissent le personnage ou qui ont suivi le drame de près savent qu'il n'y a aucun regret dans leurs paroles. Quand il dit qu'il regrette, il s'adresse aux jurés. Il ne s'adresse pas aux familles. Ce qui semble évident aux avocats de la défense, c'est que l'effet de groupe est une entrave à l'expression personnelle des accusés. Ce carcan qui pèse, qui a pesé pendant toute l'instruction, qui pèse encore dans le box. Et c'est là la difficulté à verbaliser et à libérer la parole. Et pour nous, avocats de la défense, je pense que c'est l'un des plus gros défis pour quitter des postures qui n'ont pas lieu d'être face à un tel drame et arriver à la sincérité qui ne peut être que la sœur de la vérité. Ces pièces ont été jointes au dossier, elles seront forcément évoquées lors de l'examen de personnalité des accusés concernés. En Isère, toujours, vers 13h cet après-midi à Échirol, un automobiliste de 19 ans a été tué par arme blanche par un piéton. Les 2 hommes auraient eu une altercation à un feu rouge. Ils s'en seraient venus aux mains et le piéton aurait frappé l'automobiliste au cou à plusieurs reprises. La victime, un jeune homme de 19 ans, domicilié à Pont-de-Clé, est décédé. 15 jours après les incidents violents de Moirans en Isère, où des gens du voyage avaient mis le feu à plusieurs véhicules pour obtenir la sortie de prison d'un des leurs afin qu'il assiste à l'enterrement de son frère, le maire de la ville et le président du conseil départemental ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il s'agissait de faire le point sur la situation et le dédommagement des victimes. Marie Michelier, Vincent Abran. Ne pas laisser le 20 octobre 2015 sans suite, faire en sorte qu'il y ait un après juste, en priorité pour les victimes. C'est avec ces mots que le maire de Moirans s'est adressé à la presse en fin d'après-midi, et cela à la veille de la visite de Manuel Valls, un Premier ministre très attendu dans la petite commune iséroise. Je vais lui poser 2 questions importantes. La première, c'est que l'ensemble des victimes soient indemnisées
à hauteur des préjudices qu'ils ont réellement subis, parce qu'ils y sont pour rien, que ce soit les victimes de voitures brûlées ou les riverains, que les collectivités, principalement SNCF, département et la mairie soient indemnisées. Et puis, il faudra peut-être trouver aussi des solutions. Je l'ai dit à plusieurs reprises, des gens du voyage qui ne voyagent plus, ça pose quand même un petit problème. Le 20 octobre dernier, Moirans vivait une soirée d'émeutes et de saccages. Le déchaînement de dizaines de personnes issues de la communauté des gens du voyage sédentarisée dans cette petite ville de 8000 habitants. Un brasier, après le refus de la justice de laisser sortir l'un d'eux incarcéré pour qu'il assiste aux obsèques de son frère, mort le week-end précédent au volant d'une voiture volée. Un cauchemar et des dégâts conséquents sur les routes, les voies SNCF et pour une trentaine d'habitants dont les véhicules ont été incendiés. On sait que les véhicules, c'est quelque chose d'essentiel quand on veut travailler, quand on veut se déplacer. Donc c'est pour ça que le département a souhaité avoir cette action. C'est la mise à disposition de 5 véhicules de réforme qui vont rendre service à 5 personnes, dont un artisan qui a perdu son véhicule et l'ensemble de son matériel. C'est aussi la réfection de la chaussée, de la départementale, qui provoque des nuisances auprès des riverains. Un appel aux dons est également lancé, des fonds récoltés par la mairie qui seront ensuite reversés aux sinistrés. Manuel Valls est attendu demain après-midi à Moirans d'abord, puis en préfecture à Grenoble pour aborder cette fois-ci les avancées de l'enquête. Un grave accident a eu lieu aujourd'hui à Chamonix lors d'un vol en wingsuit. Un Américain a été victime d'un incident d'ouverture de parachute. Son état grave a nécessité une hospitalisation en urgence. Toutes les précisions sur notre site France 3 Alpes. C'est aujourd'hui la journée nationale des destructions, des contrefaçons saisies par les douanes. Et pour cette 3e édition, des opérations de destruction étaient organisées sur une vingtaine de sites en France. Marion Feutry et Christian Mathieu étaient sur celui de Saint-Julien-Bardonnex, c'est au Haute-Savoie. Sous le rouleau compresseur de la douane, lunettes, valises, accessoires de téléphonie vivent leurs dernières heures. Des produits de contrefaçon parmi les 80 000 saisis l'an dernier par les douanes du Léman. Les produits que vous voyez ici sont essentiellement des articles en matière plastique ou qui relèvent de ce qu'on appelle le D3E, donc petit électroménager électronique, qui ne doivent en aucun cas être remis sur le marché intérieur. Donc c'est pour ça que nous les broyons avant qu'ils partent en centre de valorisation et de collecte. 3/4 de ces articles viennent d'Asie. Ils sont entrés en France via le fret commercial ou postal. Des produits dont on ne connaît pas la composition et qui peuvent se révéler dangereux pour le consommateur. On voit que ce couteau n'a pas de cran d'arrêt. Donc lorsqu'on le manipule, on peut tout de suite se blesser parce qu'il ne respecte pas du tout les normes de sécurité qui s'imposent à la fabrication de ce type de produit. Menace sanitaire mais aussi économique, car aujourd'hui les imitations ne se limitent plus seulement aux vêtements, sacs et chaussures de luxe. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec l'explosion du commerce en ligne. On va toucher tous les produits, de la colle, des cartes mémoire, des jouets. Voilà, on touche tous les produits. La logique du contrefacteur, c'est de se faire de l'argent le plus rapidement possible et donc de répondre à une logique de l'offre et de la demande. Au premier rang des produits contrefaits, les médicaments, 2,5 millions de produits saisis l'an dernier en France, un record. L'occasion pour les douaniers de rappeler qu'ils restent plus que jamais mobilisés. Qui sont totalement neufs. Et en Haute-Savoie, toujours, le sort de la clinique des Grandes Alpes de Cluses est fixé. L'Agence régionale de santé lui a accordé le renouvellement de son autorisation de pratiquer la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire sans hospitalisation. La présence d'une pharmacie interne et les interventions de stérilisation ont également été renouvelées. Seule demande refusée, jusque-là, celle des hospitalisations complètes du fait de la proximité de l'hôpital de Sallanches. La préfecture de Savoie a organisé aujourd'hui un exercice de sécurité à Épierre, en Maurienne, sur le site de l'usine Lanxess, une usine qui produit des dérivés phosphorés. Il s'agissait d'une mise en scène pour évaluer le dispositif d'alerte et observer la réaction des secours. Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Une fuite de phosphore a blessé 2 personnes. Très vite, l'arrosage du wagon en chauffe est mis en place, mais face au danger que représente cette usine classée Céveso seuil haut, le plan particulier d'intervention est déclenché par le préfet. Au-delà des moyens de secours spécialisés, cet exercice de sécurité avait aussi pour objectif d'évaluer le dispositif d'alerte, d'information et de mise à l'abri de la population. Dans la classe unique de l'école de Saint-Pierre-de-Belleville, les enfants ont visiblement tout bien compris. Si ça c'est utile, c'est quoi faire? Moi j'écrivais au tableau, Coralie Titoine, il scotchait les aérations et tout le monde faisait sa mission.
Dans le périmètre de sécurité, le système d'alerte aux habitants a, semble-t-il, bien fonctionné. J'ai reçu un coup de téléphone juste au moment où les sirènes se sont mises en marche. Et donc il disait ce qu'il fallait faire, rester cloîtré chez soi. Et voilà, il y avait juste ça à faire. Et là, la sirène a retenti encore pour annoncer la fin de l'exercice. C'est assez important de les faire quand même parce qu'il y a quand même une usine avec des risques quand même assez importants. Au PC Sécurité installé dans la mairie, la fin de l'alerte est donnée à 15h30 et l'heure est déjà au bilan des opérations. Les enseignements que nous allons tirer sont globalement positifs. Il restera des ajustements dans la liaison qu'il y a entre un PC opérationnel et le centre opérationnel départemental de la préfecture. Mais globalement, le dispositif, mais nous le débrieferons avec l'industriel et l'ensemble des acteurs, est satisfaisant. Par ailleurs, les plans de sûreté de tous les sites classés Seveso en Savoie sont actuellement en cours de réévaluation pour mieux lutter contre la menace terroriste. Un exercice spécifique sera ensuite programmé pour l'ensemble de ces sites. Gros plan maintenant sur une filière professionnelle méconnue, les CAP et le bac pro, hygiène, propreté, stérilisation. Des formations la plupart du temps suivies par défaut par les élèves après la seconde. Elles sont pourtant porteuses d'emploi avec une possible évolution de carrière. Découverte avec les élèves du lycée professionnel de Fontaine, près de Grenoble, Xavier Schmitt et Jean-Pierre Rivet. Atelier propreté. 12 heures par semaine, les élèves de CAP s'initient aux techniques de nettoyage. Ils s'exercent sur les différents types de sols, avec toutes sortes de machines et de produits. Cette formation est souvent choisie par défaut. Alors elle cherche à mettre en valeur ses atouts. C'est une image un peu négative, péjorative de la femme de ménage. Donc ils arrivent là, ils sont déçus parce qu'ils s'attendent à faire autre chose. Surtout que dans le lycée, il y a plein d'autres, on va dire, sections phares. Et nous, on n'est pas vraiment la section la plus valorisée. Mais il y a du travail. Et une fois qu'ils ont fait leur premier stage, ils se découvrent pas une passion, mais un intérêt certain. Dans ce lycée professionnel, 45 élèves sur 400 suivent cette filière hygiène, propreté, stérilisation. La formation va du CAP au bac pro et au-delà. Un job dating, un rendez-vous express, est organisé pour la première fois avec des chefs d'entreprise. Il s'agit de décrocher un stage ou une promesse d'embauche. Quand je suis arrivé dans la section et j'ai compris, je vis des intérêts, je vis qu'est-ce que devait avoir un bac, l'importance d'avoir un bac pro en hygiène, propreté, stérilisation. Et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. La propreté intervient dans tous les milieux, hospitaliers, le nucléaire, les bureaux, bien entendu, les immeubles. Et donc à côté de ça, vous avez des métiers qui se sont développés sur la qualité, la sécurité, le respect de l'environnement notamment. Autre facette de la formation, la stérilisation enseignée pour les activités médicales ou agroalimentaires. Selon les professionnels, les métiers de la propreté sont en plein essor. Près de 2000 entreprises en Rhône-Alpes et des centaines d'emplois sont à pourvoir. Dernier volet de notre série consacrée à l'innovation énergétique, avec ce soir un coup de projecteur sur l'hydroélectricité. Cette technique a été inventée il y a plus d'un siècle à Grenoble et aujourd'hui encore, elle est une source d'inspiration pour les entrepreneurs isérois. Exemple avec deux concepts innovants, Cédric Picot, Grégony Lespillas. C'est une petite révolution qui se met en ordre de marche. Dans cet atelier, on fabrique des hydroliennes pour des bateaux de plaisance. L'équipement peut produire de l'électricité à partir d'un très faible courant d'eau. Tout ça grâce à un nouveau type d'alternateur, un système totalement épuré pour une friction réduite au minimum. Exactement, c'est fluide. On arrive à capter peu d'énergie pour faire tourner l'hélice et pour nous produire un maximum d'électricité. L'hydrolienne marine, c'est le premier produit commercialisé sur la base de ce nouveau type d'alternateur. Mais d'autres applications sont en cours de développement. Adapté à la distribution d'eau potable, le système peut produire suffisamment d'énergie pour alimenter les capteurs chargés de surveiller le réseau. S'il n'y avait pas cette technologie, on aurait été obligé soit de tirer des câbles, de mettre de l'énergie fossile, de mettre des batteries à aller recharger régulièrement. Donc on évite toute cette déperdition d'énergie pour gagner sur l'efficacité des réseaux. Et les réseaux, quand on gagne en efficacité, on économise beaucoup d'argent et on économise la ressource en eau.
L'alternateur à basse friction capte des courants très faibles jusque-là inexploités. Il les transforme en électricité à consommer localement. Cette technologie de rupture intéresse déjà beaucoup de monde. On a des demandes sur l'irrigation, on a des demandes sur les bouées, on a des demandes le long des fleuves, on a des demandes dans des microcentrales, on a des demandes dans des rivières, dans des refuges. Voilà. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont possibles grâce à ce nouveau type d'alternateur. L'hydroélectricité en mouvement à toutes les échelles, comme avec cette hydrolienne installée sur la Loire à Orléans. Une technologie à axe vertical développée à Grenoble. Cette machine permet de générer du courant au fil de l'eau sans barrage, une innovation particulièrement adaptée aux pays en développement. C'est un marché, le marché fluvial, qui est un marché très disséminé dans le monde, qui se trouve en Europe, qui se trouve un peu en France. Mais nous pensons être à 95% à l'export d'ici dans 3 ou 4 ans, à peu près, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, Indonésie, etc. Nous travaillons déjà sur ces marchés et avons des projets. Facile à construire et à installer, 10 barges comme celle-ci pourraient fournir de l'électricité pour 30 000 personnes. Décliné en version marine, le système à axe vertical serait encore plus performant. Posé au fond des océans, il pourrait exploiter la puissance des grandes marées. Une machine comme ça sera 2 mégawatts. Mais je peux vous donner un exemple. Au large de Cherbourg, vous avez un site qui s'appelle le Raz Blanchard et où on peut faire, avec des machines comme ça, une puissance installée qui équivaut à 3 à 4 centrales nucléaires. Utiliser la force de l'eau pour produire de l'électricité, un principe écologique qui a été mis au point à la fin du 19e siècle en Isère et qui reste aujourd'hui une source d'innovation. Grenoble fait partie des métropoles françaises labellisées French Tech, l'assurance d'une belle réputation dans le monde de la technologie numérique, d'où la création d'un tout nouveau salon d'objets connectés, l'IoT Planet. Visite guidée, Florine Eba et Nathalie Rapuc. On est quand même parti sur ce projet de réveiller les skieurs. C'est un projet très ludique, mais aujourd'hui ça nous sert plutôt comme point de contact avec les stations pour leur montrer ce qu'on peut faire autour des données. Jeunes, créatives, innovantes, les startups sont le monde de demain. Toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus précis. Ici, l'application Puff Daddy fait déjà des émules. Connaître la hauteur de neige fraîche à chaque instant via son téléphone, voilà la force de cette nouveauté. Là, avec notre système, nous sommes dans du temps réel. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer toutes les X minutes, donc entre 2 et 5 minutes, une hauteur, l'envoyer régulièrement et du coup avertir en temps réel le skieur. Donc la différence, voilà, prévision, on est dans de l'estimation. Donc vos météos parlent d'indice de confiance, on est exactement là-dedans. Nous, on espère atteindre un indice de confiance de 100%. Puffers, skieurs, raquettistes, tous les mordus de montagne pourront s'en servir, tout comme les stations de ski ou même les secours. Ici, une prise magnétique que beaucoup connaissent et qui n'existe que sur un seul appareil. Cette entreprise s'en est inspirée pour l'adapter aux 220 volts. Aujourd'hui, c'est encore un prototype, mais le produit final pourrait être associé aux objets du quotidien. Alors on cherche plutôt le B2B, donc des sociétés qui vont incorporer ce produit-là dans leur système, dans leurs produits. On peut penser par exemple à une bouilloire. Vous savez, la bouilloire, vous avez la docking station, comme on dit, qui est sur la table, et puis la bouilloire, et vous venez la mettre. On peut penser à des luminaires, parce qu'on peut accrocher, donc vous avez la douille, si on peut dire, et votre luminaire avec l'ampoule que vous voulez changer, vous changez l'ampoule et clac, vous remettez l'ensemble. Tout ce qui est électroménager finalement Tout ce qui est robot, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est toutes les connexions électriques. Gain de temps, gain d'argent, ces produits intelligents nous facilitent déjà la vie. Grenoble est souvent citée comme étant la Silicon Valley française. La capitale des Alpes a même été classée 5e ville la plus innovante au monde en 2013. Cette première édition du Salon des objets connectés était donc une nécessité. L'écosystème est très riche en start-up, mais également des grands groupes comme Orange, Hewlett-Packard, ST Microélectronique et bien d'autres. Donc c'est pour cette raison que nous démarrons cet événement ici à Grenoble. L'Internet des objets connectés est une petite révolution qui va toucher tous les secteurs d'activité. On estime qu'en 2020, 50 à 80 milliards d'objets seront connectés dans le monde.
Grenoble toujours, où l'Institut administratif des entreprises organise sa première Finance Week, une semaine de conférences et de rencontres consacrées au métier de la finance avec des intervenants très spécialisés dans l'économie de haut vol. Jean-Christophe Pain, Dominique Bourget. L'auditeur, c'est une sorte de détective de la finance. Il enquête sur votre entreprise ou celle d'un concurrent pour orienter votre stratégie. Élodie, Guillaume et Jérémy sont auditeurs dans l'un des plus gros cabinets du monde en la matière. L'an dernier d'ailleurs, Élodie étudiait encore ici, en master. L'IAE de Grenoble n'est pas une si mauvaise formation. Ah non, c'est une très bonne formation, attention. Non, c'est une très bonne formation, au contraire. Ça se voit, la plupart des gens qui sortent de l'IAE, généralement, ont quand même des débouchés, je ne dirais pas peut-être faciles, mais ont quand même des postes relativement intéressants. Donc oui, je pense que c'est une très bonne formation. À Grenoble, en finance, vous avez le choix entre l'université, l'IAE publique, et GEM, Grenoble École de Management, chambre de commerce privée. Jérémy, lui, vient plutôt de là. Deux profils complémentaires, une fois dans l'entreprise. Les profils ingénieurs ou GEM vont progresser techniquement. Les profils IAE vont progresser dans la relation aux clients, dans la gestion des équipes, dans la maîtrise de l'anglais. Donc je dirais qu'après quelques années, après 5 ans, quand on passe manager, on a un grade où les profils se sont un petit peu rééquilibrés. Après les conférences, les étudiants se livrent au délicat exercice du speed dating. L'occasion de décrocher un stage pour commencer. La période est propice, qu'on se le dise. Là, on repart sur des niveaux, j'allais dire, presque d'avant-crise. Pour vous donner une idée, chez EY France, on recrute à peu près 800 personnes par an. Et donc, dans les métiers qu'on a présentés aux étudiants de l'IAE de Grenoble, on recrute, on va dire, entre 50 personnes pour l'expertise comptable et aussi 50 autres personnes pour l'audit, donc sur Lyon et Paris. Les masters finance de l'IAE Grenoble affichent un taux d'insertion professionnelle d'environ 90%. C'est le grand déménagement au musée savoisien de Chambéry. Il doit transporter toutes ses œuvres vers un lieu de stockage avant d'entamer des grands travaux de rénovation. 20 000 pièces ont déjà quitté le musée pour être entreposées dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Et le chantier ne fait que commencer. Grégory Lespinasse, Didier Alban. Une lumière verte anti-UV pour protéger un fonds archéologique impressionnant. Des pièces parfois vieilles de plus de 3000 ans qui s'apprêtent à quitter ces lieux. 2012, 4412.1. Alors on va le mettre dans les réserves archéologiques extérieures parce qu'on doit vider le musée pour pouvoir faire les travaux. Donc ça fait partie de la première étape, le déménagement des collections archéologiques. Et avant de partir, toutes ces pièces doivent être dépoussiérées puis répertoriées. On appelle cela le récollement, une espèce d'inventaire devenu obligatoire avec la loi sur les musées de 2002. Vase très restauré par comblement. On décrit précisément effectivement chaque objet, alors avec les termes d'aujourd'hui, dans 30 ans certainement qu'ils les appelleront encore autrement. Et l'idée effectivement c'est de donner à la fois une fiche minimaliste à chaque objet, mais aussi une photographie. Et puis les indications de base, poids, mesure, matériaux. Déjà 20 000 pièces ont été inventoriées sur les 70 000 que compte le musée. Des milliers d'objets en partance vers des réserves plus adaptées. Car du paléolithique au contemporain, ces pièces nécessitent des conditions de conservation très différentes. On gérera et on conservera les collections dans un centre de conservation dédié sur 2 sites. L'un consacré aux collections archéologiques et l'autre au reste de nos collections. Donc on a des collections ethnographiques, historiques, photographiques. En fait, on a des collections avec des typologies très très nombreuses. Donc c'est vraiment l'idée de bien les conserver, gagner de la place aussi dans le musée pour pouvoir déployer un nouveau parcours de visite. Et ces futures réserves seront dans des lieux tenus secrets par sécurité. Les 4000 mètres carrés du musée savoisien vont, eux, bénéficier d'un lifting complet pour redonner une jeunesse à cet exceptionnel couvent franciscain du XIIIe siècle. Sachez qu'il n'y aura pas de slalom à Lévis en Finlande les 14 et 15 novembre prochains. La Fédération internationale de ski a annulé les épreuves en raison d'un manque de neige et de températures trop douces. Je vous rappelle enfin le premier titre de ce journal des Alpes, rebondissement au procès des meurtriers de Kevin et Sofiane. Une avocate des parties civiles a révélé aujourd'hui qu'elle avait été menacée de mort quelques mois avant l'ouverture du procès. Dans un instant, les prévisions météo, puis l'édition nationale. N'oubliez pas le soir 3 autour de 23h, juste après le grand soir 3, le soir 3 régional. Et on